Bonjour à tous, cher Auditore, et j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir, les épisodes ils ont repris, avec notamment la lancée mercredi dernier d'une nouvelle mini-série sur la gestion du temps, donc une mini-série de 12 épisodes. Mais pour l'heure, il est temps de parler aujourd'hui de notre review mensuelle, à savoir celle en découverte du monde. Si vous l'avez raté, il y avait déjà celle sur plutôt en mode développement personnel, donc qui tombe le premier vendredi, donc qui était la semaine dernière. Et donc du coup, cette semaine, c'est celle découverte du monde. Alors comme d'habitude, je vais vous donner des conseils de lecture, de visionnage et d'écoute sur des sujets divers et variés pour s'ouvrir au monde. Alors pour commencer, conseil livre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a traversé plus de 20 siècles d'histoire, quand même, c'est pas rien. Et ce livre, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Alors c'est un livre assez, pour pas dire très connu, vous avez sûrement déjà dû en entendre parler, mais on va dire que voilà, pour les premières reviews, j'étais obligé, on va dire, de dégrossir, de taper un peu dans ce que tout le monde connaissait, pour après devenir un peu plus spécifique les fois d'après, mais on va dire voilà, de commencer un peu, pas avec les bases, parce que ce serait de dire qu'il faut absolument avoir lu ça, mais voilà, plutôt de plus général, en partir de plus général vers un plus spécifique au fur et à mesure. Alors du coup, l'art de la guerre, donc il a été écrit, enfin c'est assez flou là-dessus, parce que c'est un peu comme Homère pour l'Iliade et pour l'Odyssée. On n'arrive pas vraiment à savoir si c'était une personne, ou si c'était plusieurs personnes, ou si c'est une personne qui a lancé quelque chose et après il y a d'autres voilà, conteurs ou écrivains qui ont rajouté leur petite touche après. Et donc du coup voilà, en gros ça a été d'un commun accord, on va dire, ça a été écrit par un stratège militaire chinois il y a des centaines d'années avant notre ère. L'art de la guerre en fait c'est une sorte de manuel qui prépare un général à toutes les situations possibles et inimaginables qui peuvent se présenter face à lui. Aussi bien d'un point de vue diplomatique que d'un point de vue juste sur le champ de bataille. On va dire que c'est une véritable bible dans les écoles militaires, qui je pense doit être un livre quasiment obligatoire à lire, mais il est cependant pas uniquement destiné à un usage martial. En fait, il peut être une grande source d'inspiration, donc notamment on va dire avec de nombreuses interprétations et utilisations dans la vie concrète de tous les jours. Et il y en a pas mal voilà, qui sont proposés dans les versions, il y a pas mal d'une version revisitée, parce que vous vous doutez bien que depuis le temps ça a été traduit du chinois vers le français d'abord, puis du français vers l'anglais, puis après de l'anglais vers le français encore, donc voilà, entre les traductions on s'y perd un peu, mais donc du coup par-dessus ça, il y a encore voilà, des universitaires ou des gens qui ont le traduisant, où on fait une espèce de version adaptée, pour voilà, en sortant les grandes lignes ou les grandes idées. J'ai vu aussi, il y a aussi même l'art de la guerre aux échecs. Donc voilà, ça vous donne un peu de dire que c'est pas juste un point de vue juste martial, ça peut aussi se diversifier un peu à tout. Et en plus, donc, le point de vue en fait qui est assez donné par la plupart des versions revisitées, c'est qu'en effet, en fait, aujourd'hui, nous vivons dans une époque de guerre. En fait, pas de guerre réelle, même si c'est quand même le cas, mais même dans la société, c'est plutôt une espèce de guerre médiatique, sociétale et même sociale. C'est-à-dire que voilà, on va dire tous les jours, on a un peu des agressions qui sont plus ou moins directes, plus ou moins prononcées. Et du coup, ce livre, il peut être aussi un bon conseil pour déjouer ou pour se défaire de situations compliquées, voire même critiques. Alors, les plus, on va dire que malgré l'âge du bouquin, parce que je l'aurais pas été il y a quand même presque 25 siècles, et bien finalement toutes les traductions, donc peu importe la langue et peu importe le texte sur lequel vous tombez, en fait ça montre la simplicité du texte qui en fait se veut plus explicatif, c'est plus on va dire un peu de la vulgarisation que juste techniciste, alors qu'il a pu voilà, sortir juste un langage hyper pointu, alors qu'en fait hyper technique, alors qu'en fait non pas du tout. Il aborde en fait les différents risques, les différentes stratégies, les choses à prévoir, les choses à anticiper, donc voilà on va dire c'est un peu des grandes visions, des espèces de visions universelles qui là sont condensées dans un bouquin. Mais donc du coup voilà, c'est pas, ça à la portée de tous, vous pouvez le lire même si vous avez jamais regardé aucun film de guerre, même si vous connaissez absolument rien à tout ce qui a trait voilà, aux armes ou autre. Voilà, il est vraiment facile à lire. Et surtout, une chose, c'est que c'est le livre de la guerre, c'est la Bible des militaires, c'est la lecture de chevet de tous les généraux pendant des milliers et des milliers d'années. Et la toute première idée qui est abordée dans le livre, c'est que la guerre, c'est la pire chose qui puisse arriver et qu'elle doit être utilisée vraiment qu'en dernier recours. Et que du coup, en aucun cas, elle est glorieuse ou il y a un intérêt à faire la guerre.
Sun Tzu lui-même, il dit que voilà, la guerre, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver, et que à la rigueur, c'est vraiment la dernière chose à utiliser quand on n'a vraiment plus d'autres solutions, et que même une fois qu'elle est déclenchée, la chose qu'il faut faire, c'est d'essayer souvent forcément de la gagner, mais d'y arriver à terme le plus vite possible. Il dit que voilà, il n'y a pas de gloire et ça à dire qu'on a fait la guerre pendant des dizaines et des dizaines d'années, que non, au contraire, c'est une connerie parce qu'on s'affaiblit soi et les autres, et que voilà, la guerre c'est absolument contre-productif. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment aussi vraiment le petit plus, c'est que ça pourrait être juste comme, je sais pas, une espèce de livre de propagande à l'eau de la violence humaine, des armes, de l'impérialisme ou autre. Alors que là, non, pas du tout. Il présente juste d'un aspect stratégique, d'un aspect presque mathématique, on va dire. Et d'un point de vue mathématique, c'est vrai que la guerre, c'est la pire chose qui puisse arriver, puisque finalement, vous avez des choses, et peu importe même les progrès que vous allez faire, vous allez forcément en sortir affaibli. Donc du coup, d'un point de vue purement mathématique, ça n'a aucun avantage. Et donc du coup, Sun Tzu l'a bien compris, et c'est d'ailleurs la première idée qu'il développe dedans, de se dire que la guerre, finalement, en gros, l'idée, c'est de se dire, si vous êtes un général, si vous êtes un diplomate, si vous êtes un roi, un empereur, et que vous veniez à faire la guerre, c'est que vous avez échoué. C'est que voilà, même si vous finissez par gagner la guerre, en fait, si vous avez été obligé de déclencher ou de subir une guerre, c'est que vous avez échoué quelque part. Donc c'est de votre faute. Les mois, on va dire que si la stratégie, c'est pas trop votre truc, ce bouquin, c'est pas vraiment pour vous. Parce qu'on va dire qu'il faut... forcément, l'exemple qui sont donnés, c'est des exemples de bataille, de guerre ou autre. Et que si vous voulez essayer un peu de les exporter dans votre vie de tous les jours, ou d'en sortir un peu des grandes sagesses, du coup, il faut souvent faire parfois même un travail afin de pouvoir voir comment en fait de modifier ce comportement martial du livre et d'essayer de le retranscrire un peu dans notre quotidien. Même les plus puristes pacifistes, ils verront sûrement, et même malheureusement, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, ça tempère dès le début, que ce livre, c'est un peu une ode à la barbarie humaine qu'est la guerre, dans le sens où ça en fait pas l'apologie, mais ça donne toutes les clés pour s'en servir. Parce que, finalement, comme je vous l'ai dit, même si Sun Tzu, il déconseille fortement la guerre, une fois engagé, même de son propre chef, en fait, il dit que, en gros, les lois humaines et les lois morales, elles n'existent plus pour atteindre la victoire. En gros, c'est de se dire, il faut absolument tout faire pour pas déclencher la guerre, mais bon, si la guerre est déclenchée, vous devez reculer devant rien pour la gagner. Donc ça, on va dire que voilà, c'est un peu de se dire, il y a le côté un peu idéaliste, et après il y a le côté de vraiment, presque mathématique, presque vraiment cynique, de se dire, si la guerre elle est déclenchée, peu importe le nombre de morts, peu importe que ça engagera sur la morale, sur les vies humaines ou autre, il faut gagner la guerre au coûte que coûte. Ça me fait un peu penser au prince de Machiavel par certains aspects. Donc maintenant, le conseil du film. Alors tant qu'à faire, on va rester un peu dans le domaine de la guerre et des armes, avec pour moi ce que je considère un peu comme un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est très subjectif, à savoir Lord of War d'Andrew Niccol, qui est sorti en 2006. Alors pour rien vous cacher, c'est vraiment un de mes films favoris parce que c'est pas un film de guerre bien bourrin, vous voyez, un peu genre Michael Bay avec des explosions partout ou autre, ou même si ça parle trafic, on n'y parle pas forcément drogue, argent, armes et filles. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est un film vraiment qui montre toute la noirceur de notre société. Que même malgré ses aspects un peu bienveillants, un peu protecteurs du monde, en fait, finalement, elle a un côté très corrompu et très noir. Et donc, du coup, c'est ce que le film il montre avec vraiment presque beaucoup de cynisme en me disant, oui, le monde, il est tel qu'il est. Et voilà, vous seriez utopiste de ne pas pouvoir le regarder en face. Alors, le film, en fait, il suit la vie de Yuri Orlov, qui est un Ukrainien immigré aux États-Unis, et qui va peu à peu se lancer dans le marché risqué mais fructueux de la vente d'armes. Alors, mais ici, au lieu de vous montrer la vie d'un homme sans valeur, on la présente en fait plutôt sous l'aspect d'une forme d'un businessman qui en fait a compris comment le monde fonctionne, a compris que les grandes puissances, il y a des conflits dans lesquels elles veulent interagir mais elles veulent pas se mouiller, alors il leur faut des intérimaires, des intérimaires et des intermédiaires, et donc du coup, lui, il se dit que c'est une place à prendre et que si c'est pas lui qui la prend, quelqu'un d'autre la prendra. Et donc du coup, on voit même qu'il subit presque malgré lui les scènes de violence et de massacre qu'il y a dans le film. C'est presque à contre-cœur parce que lui il se dit mais moi je suis pas un militaire, je suis pas un guerrier, moi je suis juste un marchand, je vends des... c'est un peu aussi le truc qui ressort tout le temps et c'est vraiment la question morale du film, c'est qu'en fait lui il se défend en disant mais moi je vends des armes comme les gens qui vendent des cigarettes et les gens qui vendent des voitures. Or les gens qui vendent des cigarettes et les gens qui vendent des voitures, ils font plus de morts que lui. Donc du coup après il y a une question de ces arguments qui sont forcément, on va dire, si on prend d'un point de vue purement mathématique, qui se tiennent plus ou moins debout, mais d'un point de vue vraiment éthique, il y a vraiment toute une question de débat sur ce film, et c'est ce qui le rend vraiment très intéressant. Alors les plus, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un très beau film qui ne sobre pas totalement dans le gore, ni totalement bourrin, avec, juste du fric, du sexe, de la drogue et des guns.
Mais en fait, il nous montre à quel point nos sociétés occidentales, qui malgré leur image de défenseurs des droits de l'homme, de gardiens de la liberté ou de soldats de la justice, et ben en fait, elles ont vraiment une réelle part immorale qui est bien réelle, qui existe bien. D'ailleurs, pour pas vous spoiler la fin, c'est voilà, pour la dernière petite phrase qui apparaît à l'écran, c'est en gros de se dire que finalement les pays qui vendent le plus d'armes au monde, c'est les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre, la Russie. Je crois que j'en ai pas oublié. Et en fait, finalement, qui vous disent que c'est les 5 plus grands, c'est les 5 sièges, c'est les 5 plus grands vendeurs d'armes au monde, et c'est les 5 membres permanents de l'ONU. Voilà. Donc ça vous donne un petit bilan de l'histoire, voilà, ça vous donne déjà un avant-goût de l'histoire. Les moins, en fait, c'est que même si j'ai réellement adoré ce film, du coup, j'ai un peu du mal à y trouver ses points faibles, et je dirais que finalement, c'est ça, en fait, qui a un point faible. C'est qu'en fait, le réel défaut du film, c'est que l'angle du film, il nous pousse à avoir presque de la compassion, presque de l'empathie, pour un homme qui est sans foi ni loi, et que finalement, en fait, il se cache toujours à cet aspect très commercial, en disant que, mais voilà, lui, il vend quelque chose comme... voilà, c'est juste un marchand, alors qu'en fait, on va pas se mentir, c'est un marchand de mort. Ils vendent des armes pour financer des massacres, pour financer des révoltes, des rébellions, des assassinats. Donc du coup, voilà, je pense que à la rigueur, s'il y a un moins, ça serait voilà, presque d'essayer de nous donner un côté presque trop humain, presque trop cynique de cette société, où voilà, plus ou moins c'est lui le méchant, mais en fait, en même temps, c'est le héros. Donc on n'arrive pas vraiment à le détester, mais en même temps, on comprend que voilà, ce qu'il fait, c'est complètement immoral, et que c'est complètement, voilà, ça va à l'encontre de toutes les lois humaines ou autres. Donc on va dire, je pense que ce serait le moins que j'aurais à dire dessus. Enfin, du coup, le petit conseil du podcast, le petit conseil d'écoute. Alors, toujours pour rester un peu dans le contexte un peu plus guerre, mais cette fois-ci plus historique, parce que décidément, c'est le thème du... Voilà, c'était vraiment un thème bien enjoué. Hein. Voilà, en plus, il fait un temps tout pourri et tout ça, ça vous met bien dans le thème. Alors du coup, je vais vous parler guerre, mais on va dire plus du côté histoire. Et cette fois-ci, en fait, je vous recommande la référence numéro 1 en termes de podcast historique, à savoir Timeline, donc qui est un podcast qui est présenté par Richard Frendler et Prem Cariou. Donc c'est depuis toutes les 2 semaines, depuis presque 8 ans. En fait, c'est 2 historiens de formation qui traitent d'un sujet historique, à savoir les grandes affaires criminelles, les grands personnages, mais aussi par exemple l'administration, les conquêtes, la religion, ou même la société en elle-même. Voilà, ils en parlent voilà, de la hiérarchie entre les sujets, des prostituées, ça traite vraiment de sujets vraiment beaucoup divers et variés. Alors c'est toujours amené avec une voix qui est claire et avec une voix vraiment calme et posée. Donc on vous noie pas dans du langage assez technique, quoique des fois il faut un peu s'accrocher. Mais donc du coup finalement on se laisse embarquer dans ces folles aventures du flot de l'histoire, parce que finalement on vous raconte pas des histoires, on vous raconte l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire ce qui s'est vraiment passé. À la rigueur de la plus grande histoire, celle que tout le monde connaît, voire même le petit truc, ou alors on va dire même presque les grands moments de l'histoire, mais à la rigueur ils vont vous montrer soit justement les plus personnes qui ont contribué à cet événement-là, soit les gens qui étaient juste dans l'ombre et à cause de qui c'est arrivé. Alors les plus, c'est qu'on va dire que c'est un vrai podcast d'histoire. On va dire que quand je dis vrai podcast d'histoire, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui est fait un peu comme des amateurs, un peu comme moi quoi, mais voilà, c'est vraiment fait par des universitaires avec à l'appui des bibliographies assez étayées à la fin de chaque podcast, des recherches, voire même des interviews d'experts. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas juste on a regardé des trucs sur Wikipédia, un peu comme moi quand je fais mes définitions, hein. Dire on a fait des trucs comme ça sur Wikipédia et ça doit ressembler à ça. Non, là ils font vraiment venir un mec, par exemple, je sais pas, quand ils font un truc sur Alésia ou autre, ils font venir un gars qui a publié des dizaines de bouquins dessus, qui a passé la moitié de sa vie à faire des recherches et tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, il y a vraiment des choses à l'appui derrière. Et que du coup, malgré ce côté assez technique sur certains sujets, donc voilà, quand on parle de l'administration ou de la société, et du coup c'est toujours abordé avec un langage de vulgarisation. C'est-à-dire que finalement, quand on va bien, en fait, le but, c'est vraiment de parler à tout le monde, et pas juste à des universitaires qui sont en doctorat d'histoire, et à qui il faudrait parler, voilà, juste de trucs hyper précis. Je trouve que c'est en fait la magie de ce podcast, c'est vraiment d'arriver à traiter des sujets divers et variés, mais à savoir, voilà, soit les trucs que tout le monde connaît, ou soit, voilà, le machin que vous pourrez ressortir en mangeant des paniers Yoplait avec votre chapeau à plumes à Noël. Donc du coup, voilà, autour de la table, avec toutes les familles et les oncles, voilà, on connaît tous. Voilà, donc à la fois, vous avez des sujets que tout le monde connaît, et en même temps, voilà, vraiment la petite histoire qui fait la grande, quoi. Donc du coup, si vous aimez l'histoire, il y aura forcément, comme en plus ça traite de pas mal de sujets, si vous aimez l'histoire même de manière très vague, il y aura forcément un jour ou l'autre où on finira par parler d'un sujet qui vous plaît ou qui vous intéresse, il n'y a pas de choix. Et même si vous n'aimez pas l'histoire, vous verrez, il y a forcément des
Même à la rigueur, ils ont sorti pas mal d'épisodes, je crois, forcément 8 ans d'existence. Donc du coup, je crois qu'ils ont passé la barre de 200, quasiment 200 épisodes. Donc du coup, il y aura forcément un jour, il y aura forcément quelque chose dans la liste qui vous conviendra. Alors, donc ça c'était plus les plus, donc voilà plus ce que j'avais à en dire en plus. Maintenant la petite critique, donc les moins, c'est qu'en fait, je pense que c'est des épisodes qui sont très longs. Très longs dans le sens qu'ils font 45 minutes minimum, et parfois pour être plus long. Bon, après, c'était comme souvent quand ils font des interviews, quand ils font des conseils de livres, ce qu'ils font souvent soit à la fin, ils en font une à la fin de l'année et une juste avant les vacances. Donc voilà, c'est un peu en gros les idées cadeaux et les idées de lecture ou autre pendant les vacances. Donc voilà, souvent sont des épisodes encore plus longs qui vont presque jusqu'à plus de 2h30. Alors oui, c'est super intéressant, mais des fois on va dire c'est assez dur de tout encaisser d'un coup, parce que quand vous prenez 1h30 ou 2 heures de podcast dans la tête, voilà, sur quand même un sujet assez pointu, du coup des fois c'est assez dur de tout encaisser d'un coup, ou de suivre le fil si on fait des pauses. C'est un peu ça, on va dire, la critique qu'il y a, c'est que des fois c'est assez lourd, donc du coup soit on a du mal à tout encaisser, soit on se dit tiens je l'écouterai en plusieurs fois, mais du coup on est un peu perdu parce qu'on n'arrive pas à suivre le fil. Et après, c'est le goût de chacun, mais on va dire qu'il y a parfois plusieurs épisodes sur un sujet assez obscur, comme l'administration, et parfois on va dire que voilà, j'ai n'importe quoi, il y a eu des éléments où ils ont fait 4 ou 5 podcasts sur un élément bien précis, et en contrepartie, il y en a d'autres où on va dire que c'était des éléments un peu plus grands, un peu plus connus, et donc du coup, ils ont fait des éléments vraiment marquants où ils ont fait un peu moins d'épisodes. Parce que oui, si vous m'écoutez, je vous pardonne toujours pas pour que le sujet d'Alexandre le Grand, il ait pas fait au moins 10 épisodes. Mais voilà, blague à part, c'était de se dire que voilà, il y a des fois des grands éléments où on aimerait en savoir un peu plus, et donc du coup, qui au contraire, je trouve, sont traités des fois de manière un peu presque superficielle, mais peut-être que je pense personnellement que c'est un parti pris, que voilà, ils se disent que, et ça on va dire c'est un peu ce que tout le monde connaît, et là ils font juste de revenir sur des petits détails, par exemple comme le lieu exact de la bataille d'Alésia ou autre, mais en contrepartie que leur parti pris, voilà, c'est un peu la petite histoire qui fait la grande. Mais sinon, on va dire que ça reste un excellent contenu, et si vous aimez l'histoire, ou même juste un peu, foncez, il n'y a pas de souci. Alors voilà, moi c'était mes recommandations de fin d'année 2019, donc il n'y en aura pas avant c'est la fin de l'année, puisqu'on est décembre. Donc du coup, moi je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode du podcast, et bien du coup, rendez-vous en janvier pour une prochaine review de conseils, livres, écoute et visionnage. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!